bienvenue à toutes et à tous pour cette 20e webconférence du Sommet virtuel du climat sur le thème « Les coopératives de compensation carbone, outils de la transition énergétique et écologique ». Je suis Emeline Ivars, coordinatrice de l'APCC, l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, et également coordinatrice du Sommet virtuel du climat. C'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette webconférence. Avec moi, j'ai Anne Rostin, présidente du directoire et directrice générale à la coopérative Carbone, Gérard Poujade, maire et vice-président du Grand Albigeois, Geoffrey Pérussel, responsable stratégie bas carbone à la communauté d'agglomération de La Rochelle, et Julien Lavaux, associé gérant chez Climat Local. Nous sommes ensemble pour 1h30 et avant de commencer, je voulais vous partager quelques mots sur l'événement et en particulier vous rappeler la mission de notre événement, à savoir de permettre aux entreprises et collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Comme vous avez pu le voir, on a près de 50 webconférences et ateliers, donc n'hésitez pas à aller piocher et assister à toutes celles qui peuvent vous faire avancer. Voilà, c'est l'objectif de l'événement. Vous dire également que cet événement est coordonné par la PCC et qu'il est coporté avec l'ADEME, l'association Bilan Carbone et la fédération Sinov. Bien évidemment, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans les nombreux soutiens de toutes nos parties prenantes. Et à ce titre, je souhaite remercier nos sponsors et partenaires que vous voyez s'afficher à l'écran, mais aussi toutes les personnes qui nous ont soutenus de vraiment plein de manières différentes depuis notre première édition en 2019. Également, nous avons à cœur de vous proposer un événement qui est gratuit et accessible à tous. Néanmoins, si vous souhaitez nous soutenir et contribuer vous aussi à la pérennité du sommet virtuel du climat, n'hésitez pas à nous faire un don. Je vous mettrai le lien dans le chat si nécessaire pendant la conférence. Quelques petits aspects logistiques avant d'attaquer. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de la webconférence, donc par écrit et dans l'onglet questions-réponses, puisque c'est là que les intervenants viendront les piocher. Si vous avez simplement des commentaires ou des remarques, vous pouvez les faire dans l'onglet discussion en prêtant attention aux destinataires. Vous pouvez envoyer votre message à tout le monde ou uniquement aux intervenants. Voilà, c'est une fonctionnalité avec un point de vigilance à garder. Vous précisez également que les slides et le replay seront disponibles courant décembre sur le site du sommet et vous recevrez un email quand tout ça sera mis en ligne. Voilà pour les quelques précisions techniques. Vous aurez la possibilité de contacter les intervenants a posteriori par mail dans le message que vous recevrez juste après la conférence. Alors, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et donc je vais passer la parole à Julien pour attaquer cette conférence. Julien. Merci. Alors, je vais partager l'écran. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés aussi nombreux à cette webconférence sur les coopératives de compensation carbone au service des territoires et notamment comme outil de la transition énergétique et écologique. Vous aurez l'occasion à travers les présentations des intervenants de nous découvrir tous. Et vous savez aujourd'hui, vous savez à travers l'introduction qui est présente en termes d'intervenants. Donc je remercie Gérard Poujade, Anne Rostin et Geoffrey Pérussel d'avoir accepté de participer à cet événement. C'est une webconférence un peu particulière parce que nous sommes deux territoires accompagnés de deux structures différentes et nous allons présenter en fait comment on coopère chacun avec les territoires et comment on répond à cet enjeu, l'enjeu qui est bien sûr de financer la transition énergétique et écologique. Donc, sur le programme de la webconférence, on a organisé ça autour de 3 temps forts. Un premier temps qui va être plutôt dédié au territoire et où on laissera parler des territoires pour notamment expliquer les motivations et puis les obstacles à la mise en œuvre, la mise en place d'un dispositif local de compensation carbone. On aura un second temps qui sera plutôt sur les opérateurs de compensation carbone comme Climat Local et la coopérative Carbone qui se présenteront et puis présenteront les solutions qu'ils apportent au territoire. On aura un troisième
même temps sur des exemples concrets pour que ça soit un peu plus parlant pour vous et que ça soit vraiment quelque chose d'illustré, pardon. Et puis, on laissera du temps pour échanger à ça. On devra avoir à peu près 55 minutes de présentation et puis on laissera une petite demi-heure pour discuter. Vous pouvez, comme vous l'a dit Amine, poser des questions hein, sur l'onglet questions-réponses et on fera une petite pause aussi entre chaque partie pour répondre aux questions principales. Donc, voilà un peu le programme de l'événement que l'on va passer ensemble pendant 1h30. Hop. Donc, j'arrête de partager mon écran. Et donc, on va commencer par la partie avec les territoires, donc avec Geoffrey Pérussel de La Rochelle et Gérard Poujade pour la communauté agglomération du Grand Abigeois. Première question pour vous, messieurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre territoire pour qu'on puisse un peu mieux vous situer qui vous êtes et ce que vous faites. Peut-être qu'on peut commencer par, j'ai envie de dire, le plus petit des territoire abigeois, et puis La Rochelle complétera derrière, et puis on inversera après sur les prochaines questions. Gérard, merci. Bonjour à tous et à toutes. Pour faire la présentation, je suis maire du tout petit territoire d'une commune qui s'appelle Le Séquestre, de 1900 habitants, et vice-président en charge de l'économie sociale et solidaire dans l'agglomération d'Albi. L'agglomération d'Albi a décidé d'un plan ESS qui est basé sur 8 opérateurs qui ont vocation à s'appuyer sur des structures de type SIC ou quelquefois associatives pour traiter de problématiques particulières. Ce plan a été adopté il y a maintenant un an à quelques jours près. Et donc, un des 8 opérateurs, c'est la compensation carbone. Et donc, pour nous, l'objet, c'était de... l'objet, c'est la compensation carbone et on avait 3 objectifs. Un objectif opportuniste, il faut l'appeler comme ça. On a des entreprises ou des gens qui, sur notre territoire, compensent le carbone. Et bien souvent, ils compensent sur des choses qui sont très anonymes, très lointaines et parfois très incertaines. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas proposer quelque chose qui serait compensé localement. Ensuite, on a un aspect très technique ou très comment je pourrais dire ça, conjoncturel, où des entreprises nous demandent à compenser carbone pour leur image, pour leur RSE. Donc, ben, voilà, deuxième aspect, puisqu'on a cette demande-là, comment faire en sorte de leur proposer quelque chose qui va en ce sens. Et enfin, un troisième caractère très opérationnel, pour pouvoir compenser carbone, l'opérateur que l'on a imaginé s'appuie sur la SIC climat local et sur une association qui s'appelle Arbres et Paysages du Tarn. Et donc, on a mis à contribution les 16 communes de l'agglomération en leur disant, mais voilà, présenter des projets de plantation de haies, de vergers, de forêts de Miyawaki ou autres, pour dire, ben voilà, ceci représente tant de tonnes, ça vaut tant d'euros. Et donc, proposons à ces gens ou à ces entreprises ou associations même qui veulent compenser carbone des projets dont on sait qu'ils vont être maintenus par les collectivités. Et donc, de ces 3 caractères, on a développé ça, on a passé après des appels d'offres, etc. Et c'est comme ça qu'on travaille avec la SIC climat local et arbres paysage. Cet hiver, parce qu'il y a une forte saisonnalité dans cette activité-là. Donc, cet hiver, je crois qu'on a une dizaine ou douzaine d'entreprises, associations qui ont répondu et qui sont partantes. Et on a, alors là, Julien, tu vas me contrôler, mais je crois qu'on a déjà 5-6 communes qui ont mis au catalogue de la compensation carbone de l'agglomération, mais des projets qui vont être plantés. Les premiers, je crois que c'est d'ici une quinzaine de jours. Voilà pour la présentation du cadre global. Merci Gérard. Geoffrey ? Oui, effectivement, c'est important de rappeler dans quel contexte est née la coopérative carbone. Alors déjà, il y a, on va dire, la présentation socio-économique du territoire qu'on peut faire brièvement, mais c'est surtout en fait de savoir dans quelle dynamique elle s'inscrit, sur lequel je vais un peu plus m'arrêter. Alors, vous avez à l'image La Rochelle et sa communauté d'agglomération, donc territoire de 170 000 habitants dans la région Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la Charente-Maritime, La Rochelle
célèbre pour ses tours, pour son climat et puis pour son équipe de rugby. Mais comme je suis avec un territoire voilà, de la région toulousaine, on ne va pas trop la ramener là-dessus. En tout cas aussi célèbre pour, on va dire, son engagement historique dans l'écologie urbaine aussi, hein, depuis à peu près une quarantaine d'années. Merci dans les commentaires, ouais. J'apprécie. Ouais, notamment sur l'impulsion de Michel Crépeau, un maire de La Rochelle, mais aussi ministre de l'Environnement, qui avait notamment, dès 1976, mis en place les vélos en libre-service qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les grandes villes. Et puis un certain nombre de choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, on a coutume de dire que l'écologie urbaine est un peu inscrite dans l'ADN du territoire. Et c'est aussi pour ça en fait, que quand l'État, dans le cadre de son grand plan d'investissement, a cherché à soutenir des territoires d'innovation et de grande ambition, donc des TIGA, comme on les appelait à l'époque, en fait, tout l'écosystème local s'est, on va dire, tout de suite mobilisé pour saisir cette opportunité et puis pour proposer un vaste projet en fait, de transition écologique. Donc en fait, il y a un consortium qui s'est construit autour de cette idée-là, un consortium qui réunissait la ville de La Rochelle, l'agglomération de La Rochelle, l'université, le Grand Port Maritime et puis l'association Atlantec. Donc déjà, on voit bien la structure publique-privée qui se met en place et donc qui a construit le projet de territoire qui s'appelle LRTZC. Ouais, tu peux avancer, Anne. LRTZC, c'est quoi pour faire bref? Parce que pour ceux qui m'ont déjà entendu parler, hein, je peux en parler des heures. C'est un sujet qui me passionne. Grosso modo, c'est quelque chose, c'est un projet d'ailleurs qui est systémique. Systémique dans le sens où on va essayer de toucher l'ensemble en fait, des politiques publiques. Alors, on va dire des plus classiques, hein, choses qu'on retrouve dans tout aujourd'hui les plans climat, notamment, on va dire la rénovation de l'habitat, le développement des énergies renouvelables, les mobilités douces, la transition écologique des entreprises, etc. Et puis des choses un peu plus nouvelles, entre guillemets, ou en tout cas qui sont moins appréhendées par d'autres territoires. Et là, notamment, on retrouve tout l'aspect numérique, le numérique responsable notamment. On retrouve aussi les aspects de compensation, évidemment, sur lesquels on va beaucoup s'appuyer aujourd'hui. Et puis, on retrouve des choses comme le développement des puits de carbone. Et en ce qui concerne le territoire rochelais, on va plutôt s'appuyer sur le carbone bleu. Donc, en gros, les capacités des écosystèmes littoraux à séquestrer du carbone. Voilà. Et tout en conservant, on va dire, dans sa priorité, hein, au cœur du projet, c'est l'engagement du citoyen, comment on peut l'intégrer au cœur du dispositif et l'accompagner dans ces changements de comportement. Un des points aussi qui est extrêmement important, c'est l'écosystème engagé, la communauté d'acteurs engagés, puisqu'en fait, il y a plus de 130 partenaires qui nous ont soutenus lorsqu'on a déposé le dossier de candidature en 2018. Donc des privés, du public, on l'a vu, hein, des associations, des laboratoires de recherche, de la TPE à l'ETI, effectivement, on avait tout l'écosystème derrière nous. Et puis l'objectif, il est unique, c'est bien celui d'atteindre la neutralité carbone du territoire à 2040. Et en gros, faire notre part hein, pour participer à la neutralité carbone globale, qui est, comme le GIEC le rappelle, la seule façon en fait, de conserver un climat qui ne s'échaufferait pas plus de 2 degrés. Voilà. Pour atteindre cet objectif, tu peux avancer, Anne, peut-être. On a 3 leviers d'action qui sont relativement classiques. Le premier, c'est diminuer drastiquement nos émissions. Donc, passer de 2 millions de tonnes de CO2 en 2019 à 500 000 tonnes de CO2 en 2040. C'est donc augmenter la capacité de séquestration carbone de nos écosystèmes, en l'occurrence donc les sols cultivés, pourquoi pas, les forêts si on en avait, mais surtout du coup nos écosystèmes, on va dire marins et de marais. Et puis enfin, le troisième point qui nous conduit justement à l'émergence de la coopérative carbone, c'est bien l'idée effectivement d'avoir cette contribution au développement de projets, donc de projets de réduction, mais aussi de séquestration. Voilà pour le contexte. Merci Geoffrey. Donc on va parler maintenant un peu plus du sujet avec un point central, la question de la compensation carbone. Donc pour ceux qui sont avec nous et qui ne savent pas encore ce qu'est la compensation carbone, ce n'est pas forcément aider des forêts tropicales, on le voit bien, on n'a pas de forêt tropicale ni à La Rochelle ni à Albi, et pourtant on peut s'emparer du sujet. La compensation carbone ou la contribution carbone, là aussi on a différents termes, c'est avant tout quand même aider quelqu'un, aider un porteur de projet, aider une structure à l'extérieur de son périmètre, donc en dehors de soi-même, qui peut porter un projet de réduction, d'évitement ou de stockage des émissions de gaz à effet de serre et sur lequel on vient l'aider financièrement à la mise en œuvre de ce projet. Et donc, on a une diversité en termes de projets qui peuvent aller aussi bien de la mise en œuvre du télétravail, de la réalisation de plantations ou même faire de la rénovation ou autre. C'est vraiment un outil financier, c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Donc,
donc maintenant, je vais continuer avec vous, Geoffrey, sur la deuxième question. Pourquoi avez-vous souhaité mettre en place la compensation carbone à l'échelle de votre territoire et qu'est-ce que vous attendez vraiment de cette question de la compensation carbone? Je ne retrouvais plus le clic. Ouais, peut-être Anne, tu veux prendre la main sur cette slide-là plutôt? Ouais, peu importe. Hein. Pardon, j'étais obligée de départager pour pouvoir… oui, avant de parler sur le volet compensation, c'est vrai qu'il y a aussi le fait que on a eu besoin, nous, sur le projet de territoire, d'un outil, pas uniquement pour la partie compensation carbone. Tout d'abord aussi parce que finalement, quand on a vu qu'on voulait poser un cap ambitieux sur le volet neutralité à zéro émission nette à horizon 2040 sur un territoire, il nous manquait quand même certains éléments et notamment la capacité d'aller évaluer l'impact de l'ensemble des projets qu'on voulait réaliser. Donc aussi sur la question de l'évaluation et du suivi de l'impact. Donc on avait besoin de cette ingénierie carbone mutualisée à l'échelle du territoire. Et aussi, l'autre élément, et on l'abordera avec justement les projets de compensation de contribution carbone, c'est qu'il n'y a pas que des gros programmes et des gros projets à accompagner qui peuvent se mettre en place sur un territoire. On sommes des zones relativement petites, avec beaucoup d'acteurs, de petits projets, de petits acteurs, entre guillemets, qu'il faut réussir à accompagner pour réussir cette transition. Et donc, on est arrivé à cette contribution carbone parce que pour réussir le plan de financement complet de la transition, on a besoin de mobiliser l'ensemble des outils et du coup, ce volet compensation carbone. Donc ça, c'était pour introduire à ta question, Julien. Et donc, la coopérative carbone, elle intervient vraiment sur les deux volets qui sont la réduction d'émissions de gaz à effet de serre et la captation carbone sur l'ensemble des projets. C'est un outil qui a pour objectif de pouvoir répondre à l'ensemble finalement du cycle carbone, d'accompagner les organisations à, je vais le présenter via cette slide rapidement, à comprendre les enjeux qui vont avec ces questions derrière de réduction d'émissions, de pouvoir se sensibiliser, se former à la comptabilité carbone, d'anticiper l'ensemble des évolutions qu'on va attendre, et puis derrière d'être en capacité aussi d'accompagner à l'évaluation, donc classique sur du bilan carbone pour pouvoir faire son point de départ. On n'accompagne pas de la compensation sans réduction d'émissions, même s'il faut démarrer tout de suite la contribution, donc la compensation carbone. Donc pour ça, on intervient sur tous les éléments qui vont nous permettre de mieux évaluer, de mieux mesurer et enfin de mieux réduire. Donc avec la construction de plans d'action de réduction d'émissions. Donc il y a aujourd'hui des dispositifs financiers qui existent comme le DIAG Décarbonation qui est instruit par BPI France, financé par l'ADEME et pour lequel on est on a 2 experts reconnus dans ce cadre-là, qui permet d'accompagner l'entreprise à réduire l'ensemble de ces émissions avec un plan d'action concret qui est mis en place. Et la compensation, donc c'est le dernier volet de l'offre de la coopérative carbone, a effectivement cet objectif de pouvoir, à l'échelle d'un territoire, accompagner l'ensemble des structures à choisir des projets locaux pour pouvoir compenser les émissions résiduelles et sur une échelle la plus proche, la plus locale possible. Merci Anne, et puis merci de cette précision de bien rappeler qu'il faut éviter et réduire avant de vouloir compenser quand on est un acteur économique, et c'est essentiel bien entendu pour s'engager dans cette démarche-là. Gérard, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels ont été, pourquoi le territoire s'est emparé de ce sujet-là, le sujet de la compensation carbone? Alors, d'une part, il y a là aussi un caractère un peu lié à l'histoire. Sur ma commune, il y a maintenant une vingtaine d'années, j'avais lancé un des tout premiers Agenda 21. Et c'est un sujet qui avait du mal à passer entre les communes et la communauté d'agglomération. Au tournant du dernier scrutin électoral municipal, il y a eu un changement important du nombre d'élus de l'agglomération. Et donc,
là aussi, il y a eu un caractère opportuniste du fait que tout d'un coup, on avait des élus qui étaient assez preneurs. Un, de ce qui s'était passé sur ma commune, où on avait fait expérimenter pas mal de choses. Et les aspects de compensation carbone, de territoire neutre en carbone, ont percolé plus facilement entre les élus. À partir de là, il y avait des partenariats qui étaient en place depuis pas mal de temps avec des entreprises, avec des associations qui tournaient autour de ces problématiques-là. Et donc, il y a un moment où, comment je pourrais dire ça, c'est mûr, quoi. L'agglomération n'avait pas l'historique qu'avait La Rochelle, par exemple, ce que disait Geoffrey tout à l'heure, mais des communes, en particulier la mienne, avaient aussi une politique très ancienne, plus de 20 ans, très branchée sur le développement durable. Et donc, maintenant, c'est quelque chose qui a pu avancer. Et ensuite, il y a un autre aspect qui est plus lié au contexte global des opérateurs de l'économie sociale et solidaire que qu'on est en train de mettre en place. Là, demain et après-demain, on a des réunions de préfiguration de deux autres cycles, une société de capital risque, une cycle de commerçants. Les 8 opérateurs que nous sommes en train de mettre en œuvre, une cycle agricole également qui est dans les cartons. Les 8 opérateurs ont vocation à traiter des problématiques du territoire. La cycle commerce, c'est par rapport à la vacance commerciale, qui est une problématique qu'on retrouve dans beaucoup de villes moyennes. La cycle de capital risque, c'est pour traiter de la question des transmissions d'entreprise, parce qu'on a plus de la moitié des chefs d'entreprise qui ont plus de 55-57 ans. Donc, à partir de ces problématiques-là, on a trouvé des ensembles cohérents qui nous permettent de créer des opérateurs avec la collectivité qui est à l'initiative de la création de l'opérateur, mais ensuite, une fois que l'opérateur est mis en place, la SIC plus l'association pour la compensation carbone, ces outils peuvent fonctionner dans l'absolu sans la collectivité. La collectivité a servi à les mettre en place et ensuite l'opérateur a une autonomie qui peut lui être propre. Alors bien évidemment, ça marche mieux si la collectivité contribue. Mais sur la compensation carbone, aujourd'hui, les projets sont amenés par des mairies qui disent voilà, moi je veux faire telle haie, tel verger, tel autre projet de plantation. Mais imaginons que demain le relais soit pris par des agriculteurs, par des entreprises elles-mêmes. La collectivité, elle a juste à un moment donné poser le germe et faire en sorte que l'activité démarre. Et cet aspect-là, c'est un aspect qui a beaucoup compté dans l'acceptation par les autres élus de ce projet. Voilà quelle est la genèse et quels sont les enjeux. Alors, il se trouve que dans les 8 opérateurs, l'opérateur de compensation carbone a été chronologiquement le premier à être opérationnel. Merci beaucoup Gérard. Je vais continuer avec toi Gérard, et ça peut intéresser les participants au fil des discussions avant d'arriver jusqu'à la création aujourd'hui, la participation à la cycle climat local et la mise en œuvre d'un dispositif à l'échelle du territoire. Il y a eu des discussions, j'imagine, avec les élus au sein de l'agglomération. Et est-ce qu'il y a des obstacles ou des freins qui ont émergé, et comment tu as réussi aussi à aller au-delà de ces remarques ou ces recommandations ou ces craintes qu'il y avait de la part de certains acteurs sur le territoire pour réussir à participer aujourd'hui à ce dispositif? En fait, je pense qu'à La Rochelle, ils ont dû avoir le même type de souci. C'est quand on fait un truc nouveau et quand même là, autant La Rochelle que nous, enfin, on fait quelque chose qui est, un peu nouveau dans le paysage, nouveau et suspect, quoi. Donc, les 1res questions que m'ont posées, les différents interlocuteurs, qu'ils soient permanents, qu'ils soient des collectivités, des institutions, c'est-à-dire, OK, mais ça a été fait où? En fait, la 1re objection n'est pas une objection, mais serait, comment dire, cette espèce de sentiment que ce qui est beaucoup plus facile, en fait, c'est ce réflexe qu'on a maintenant de faire des copier-coller. Et alors, quand on ne peut pas le copier de quelque part, de suite, c'est un énorme frein.
Alors donc, l'innovation, c'est quelque chose en soi qui est compliqué, mais dans le domaine public, ça se multiplie par 2 ou par 3, avec parfois des institutions nationales alors qui ne nous aident pas forcément. On a un aspect aussi côté, normalement, il y a toujours un juriste pour vous dire, comme ça n'a pas été fait, c'est que ça doit être interdit. Et donc, à partir de là, les freins, ils sont avant tout dans les têtes. Parce que quand on se retourne vers la population ou vers une entreprise, une association, elle comprend immédiatement. Vous dites à un habitant, mais on va proposer de la compensation carbone de telle sorte que si tu veux planter les arbres, tu puisses les financer pour qu'ils soient dans ta commune. Mais alors, tout le monde comprend. Vous mettez des juristes publics là-dessus, ils vous ont 3-4 pages d'objection. Et en fait, comme on est dans un système où c'est très dur d'innover pour des élus. Régulièrement, on évoque ou on dit qu'il faut que les élus, les collectivités aient le droit à l'expérimentation, avec un État qui fait, comment dire, qui met tout un tas de mesures qui tombent d'en haut et qui vous empêchent d'avoir toute innovation publique locale. L'expérimentation, c'est juste la haine de tous les cadres publics nationaux. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut se montrer sympathique, drôle, amusant, anecdotique, atypique. Alors, du coup, on plaît un peu et on finit par faire passer ces trucs, quoi. Mais c'est le plus compliqué, c'est ça. Les freins, c'est ça. Les freins avec les collègues, non, franchement, pas vraiment. Bon, il faut expliquer la démarche. Bon, ça, c'est normal quand même. Mais vous savez, des élus de petites communes, enfin, je regardais les chiffres de l'agglomération rochelaise, nous, c'est 85 000 habitants, c'est la moitié. La commune d'Albi, elle fait 50 000. Les autres communes, on est entre allez, 500 et il y en a une qui fait 8 000. Enfin, on est de toutes petites communes. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas des élus professionnels. Et quand vous discutez de ce que j'évoquais tout à l'heure pour un particulier, expliquer comment on peut compenser localement, quand vous prenez la plupart des élus du coin, mais ils le comprennent aussi comme le comprennent les particuliers. Donc, ça n'a pas été très compliqué. Voilà. En dehors de ces freins psychologiques que j'évoquais. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer à l'échelle de votre territoire. Ouais. Geoffrey, même question, quels ont été les obstacles ou les freins sur la mise en œuvre de ce dispositif? Il y a le micro qui est coupé, je crois, Geoffrey. Bien sûr, que serait une visio sans ce petit problème? Ouais, je remercie Gérard pour avoir décrit le quotidien aussi d'un agent de la fonction publique. Hein. Ouais. Ouais, nous aussi, alors on a eu certains freins, certaines difficultés. Et vous connaissez tous sans doute l'adage qui dit seul on va vite et ensemble on va plus loin. Moi, je déteste ce genre de proverbe qu'on ne sait jamais d'où ils proviennent. Mais globalement, pour le coup, cette fois, ils s'adaptent plutôt bien à ce qui s'est passé, nous, localement. En fait, notre outil local de compensation, il aurait pu se monter très rapidement, répondre aux lois immédiates du marché, prendre la forme d'une société anonyme, déposer ses statuts et commencer à vendre des crédits carbone en 15 jours. Ça, on aurait pu. Mais effectivement, c'était absolument contraire finalement à toutes les valeurs que portait le projet LRTZC que je décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on l'a vraiment construit sous une forme de coopération, de partenariat et on va dire dans l'intérêt collectif. Donc, ce qu'on a préféré faire, plutôt que de monter une société privée dans un coin, c'était vraiment de s'appuyer sur la dynamique locale, des acteurs engagés pour fédérer justement le plus largement possible. Donc, de ne pas non plus seulement avoir des élus finalement à l'intérieur de cette coopérative-là. Donc, ça a pris du temps, il a fallu expliquer, puisqu'en fait, même il y a 3 ans, finalement, parler de compensation carbone, on n'est pas du tout dans le même contexte qu'aujourd'hui. Il a fallu lever certains verrous, parce que nous, pour le coup, j'ai l'impression que dans l'albigeois, c'est assez facile, en tout cas, de monter au capital d'une SIC. Nous, on n'a pas cette expérience-là, ou en tout cas beaucoup moins à La Rochelle. Donc, il a fallu aussi expliquer ce que c'était que rentrer dans une SIC. Et puis, mais globalement, pour la plupart, en fait, cette démarche-là de construire une société locale, de prendre le temps de le faire, ça a plutôt été vécu comme une forme de matérialisation de l'engagement. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait un soutien moral à l'objectif de neutralité carbone, mais là, vraiment, de s'investir localement, ça a plutôt été bien vécu. Et finalement, on se retrouve avec des fondateurs à l'origine de la coopérative carbone qui étaient assez divers. On avait donc les 5 membres du consortium que je citais tout à l'heure, l'université, la ville de l'Aglo, etc.
On s'est retrouvé avec des associations, j'adopte un projet, on s'est retrouvé avec le Crédit Agricole, et puis on s'est retrouvé avec des grosses entreprises comme Alstom ou Léa Nature qui nous ont soutenus. Puis aujourd'hui, le sociétariat s'agrandit, on fait rentrer des industries agroalimentaires, on fait rentrer des opérateurs immobiliers, mais aussi des exploitations agricoles et même des individus, des habitants qui sont aujourd'hui sociétaires de la coopérative carbone. Donc en fait, les plus gros freins, c'était effectivement cette notion de compréhension, mais pas tant en fait avec un sentiment de défiance, mais plus vraiment la volonté de comprendre. En fait, c'est quoi la compensation carbone? C'est quoi les mécanismes derrière qui vont générer des crédits carbone, permettre le financement, etc. Donc, lever un petit peu ces doutes-là. Et je partage effectivement ce qu'a dit Gérard Poujade. Quand c'est nouveau, on a besoin de se raccrocher à de l'existant, quoi. Et, le nouveau, ça fait peur, effectivement. Donc, rassurer. Et puis, nous, le second frein, c'était effectivement plus lié au statut juridique de la coopérative, donc un format SIC, donc avec un démarrage nécessairement plus lent, des questions sur la gouvernance, etc. Mais au final, tous ces verrous se sont levés les uns après les autres avec le temps. Merci Geoffrey. On a une question que je vais vous poser en live, parce qu'elle est pour vous, Geoffrey. C'est sur l'acronyme LRTZC, donc La Rochelle Territoire Zéro Carbone. La question posée par Louise Joly, c'était de savoir si c'était un label spécifique, c'était un choix de communication, qu'est-ce qu'il y avait derrière, c'était quelque chose qui pouvait, je pense derrière la question qui est posée aussi, c'est est-ce que c'est quelque chose qui peut être capitalisé par d'autres territoires ou pas, enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a comme démarche autour de ce LRTZC? Ouais. Alors sur le choix de l'acronyme, on pourrait en discuter longtemps, mais globalement, ça s'est fait dans l'urgence d'une réponse à un appel à projet, donc on n'a pas réfléchi non plus 100 000 ans. On visait le zéro carbone, on habite La Rochelle zéro carbone. Ce qui est du coup très, très, très discutable parce que c'est un projet de territoire, donc pas uniquement de la ville-centre. Le zéro carbone, c'est très facilement tendre le flanc pour se faire battre, parce qu'on n'arrivera jamais au zéro émission, c'est évident. Neutralité carbone aussi, c'est discuté. Donc, voilà, plein de choses qui auraient pu être mieux réfléchies à l'époque. En tout cas, on est parti là-dessus. Est-ce que c'est un label? En tout cas, c'est une marque qui a été déposée à l'INPI, LRTZC, même s'il n'y a aucun usage commercial derrière. Et on est en train, effectivement, de structurer un petit peu, on va dire, la charte qui permettrait à des projets ou à des structures de se prévaloir du projet LRTZC. On est en train d'essayer de cadrer un peu ça, parce que c'est aussi, je crois que M. Poujade le disait tout à l'heure, il y a une volonté des acteurs locaux de s'associer à cette dynamique et de s'afficher aux côtés de cette dynamique-là. Donc, futur label à l'échelle du territoire qui pourrait être repris par les acteurs économiques, c'est ça? Alors, je ne dirais pas label, parce qu'il y a une réalité juridique, oui. Et on a déjà eu plusieurs pages de notes de nos services pour nous dire que c'était tendu. Mais voilà, une charte de valeur en tout cas. Ok. Merci Gérard et Geoffrey pour cette présentation sur vos territoires. Il y a des questions sur les coopératives carbone, comment elles fonctionnent, aussi bien la coopérative carbone que le climat local. Et donc, ça tombe bien, c'est le moment de parler un peu plus maintenant des structures, de ces coopératives, de ces SIC. Et donc, on va commencer avec Anne. Une première question. Anne, est-ce que tu peux nous présenter donc, la coopérative carbone un peu en détail pour donner envie à ceux qui sont là avec nous? Oui, donc la coopérative carbone, finalement, c'est à l'image de ces sociétaires. Donc, on a aujourd'hui une représentation et une gouvernance qui est organisée pour pouvoir agir sur l'ensemble des secteurs de la transition, donc que ce soit sur la réduction d'émissions ou sur la captation carbone. Donc aujourd'hui, on a dans notre sein à la fois on va dire les grands comptes locaux avec nos industriels et banques locales, les institutionnels locaux, des citoyens, des petites entreprises, des associations et également des agriculteurs qui ont rejoint la coopérative. Et donc, notre organisation, elle est basée sur l'accompagnement à la réduction d'émissions, comme je le disais tout à l'heure, et sur l'accompagnement de toutes les initiatives qui sont proposées par les sociétaires. L'exemple des plantations d'arbres qui ont été citées tout à l'heure, nous, aujourd'hui, c'est un sujet qui est abordé à la fois via les organisations, les associations, entreprises, mais aussi via les citoyens. C'est-à-dire qu'eux-mêmes peuvent aujourd'hui proposer des projets de plantation sur des terrains qu'ils vont eux-mêmes flécher. Et donc, derrière,
ça nous permet d'accompagner ces dynamiques-là, d'avoir un vecteur juridique qui permet de porter l'ensemble de ces initiatives avec une gouvernance qui est en format agile sur les systèmes holacratiques, si vous connaissez un peu, donc qui permet de décentraliser et de donner la main à l'ensemble des acteurs qui respectent un certain nombre de cadres éthiques. Et derrière ça, nous, ce que l'on apporte, c'est vraiment toute la garantie et le suivi qualité. Parce que vendre des crédits carbone, il faut éviter l'ensemble des écueils d'un certain nombre de cas. Et donc, notre fonction est de pouvoir garantir l'impact réel environnemental des projets qui vont être soumis. Donc, il y avait une question qui avait été posée tout à l'heure sur le volet du label bas carbone, qui est la reconnaissance, le label national qui permet de reconnaître des crédits carbone sur des projets environnementaux. Donc, effectivement, c'est un des cadres de process. Nous, on instruit évidemment les projets qui rentrent dans ce cadre-là ou des projets qui vont rentrer dans un cadre qualité géré, finalement, dans le cadre de La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Et derrière, on a instruit, on a développé des outils en open source qui nous permettent d'instruire les projets et de garantir la traçabilité, la transparence, la réalité de tout ce qui est mis en œuvre pour garantir aux contributeurs carbone que les tonnes équivalent CO2 qu'ils ont payées pour la réalisation des projets, elles seront réelles, effectives et avec tout le suivi qui est nécessaire derrière. Merci Anne. Donc pour Climat Local, donc je suis le gérant, donc je vais présenter un peu rapidement Climat Local. Donc nous on est une SIC à l'échelle nationale qui n'avait pas à l'origine à sa création une portée territoriale. Hein. On a été créé en 2018, on est une émanation de la région Occitanie parce que c'était un projet qui avait été porté par la région anciennement. On est donc une coopérative très tournée vers les entreprises, c'est-à-dire que notre point de vue a été de dire il faut que les projets que l'on propose en termes de compensation carbone soient sur mesure, répondent aux attentes des financeurs et soient vraiment en lien aussi avec leurs préoccupations. Et donc, on a fait ce choix-là de ne pas avoir de catalogue de projets, de ne pas acheter ou financer des projets directement en ligne, de ne pas faire du click and pay. Des fois, c'est le mot que j'utilise pour schématiser un peu la démarche, mais d'être dans une approche, on va dire, plutôt de construction avec l'entreprise et identifier, nous, après, les projets par rapport à un cadre avec qui, où et combien vous voulez faire en termes de projet, le combien étant bien sûr la capacité financière ou les tonnes de CO2 que l'entreprise souhaite financer. Et derrière, on s'appuie, nous, sur un réseau de partenaires existants qui sont en capacité de mettre en œuvre ces projets et qui manquent souvent de moyens financiers pour accélérer ou avoir, on va dire, plus de mise en œuvre dans ce qu'ils font aujourd'hui. Et donc, c'est cette philosophie-là qui nous a amené à créer cet opérateur de compensation carbone Climat Local. Et puis, au fil de notre évolution, on s'est rendu compte que ce qui était le plus important au final derrière les projets carbone, c'est l'éco-bénéfice. Et donc, c'est ce qu'on peut mettre en avant autour des projets, et pas forcément juste l'achat de CO2, parce que clairement, pour des acteurs comme nous en France, si on doit répondre aux acheteurs qui cherchent à acheter du CO2, on ne sera jamais compétitif parce que forcément, faire des projets carbone en France, ça coûte plus cher que les faire au Costa Rica ou au Mali. Et donc, ceux qui cherchent juste à acheter du CO2 l'achèteront sur des places différentes, notamment internationales, où on peut acheter, pour ceux qui ne sont pas au fait, hein, une tonne de CO2, ça vaut entre 50 centimes de dollars et jusqu'à 200 $ si vous allez sur les marchés californiens ou autres. Donc, il y a un prix qui est très volatile pour derrière, des fois, un même projet qui peut consister à faire une même opération, mais forcément, les coûts de projet sur le terrain ne sont pas les mêmes. Donc, nous, on ne se tourne pas vers ces gens qui cherchent du prix. C'est la même philosophie, je sais, du côté de La Rochelle, hein, mais vraiment mettre de la qualité derrière les projets, mettre en avant des co-bénéfices. Et pour ajouter un co-bénéfice supplémentaire, pouvoir travailler avec le territoire, pouvoir travailler avec des territoires, c'était une manière pour nous, chez Climat Local, de donner encore plus de valeur à ces projets-là. Et donc aujourd'hui, ce que l'on fait avec le Grand Albigeois et donc avec Gérard, qui est le témoin du territoire pour présenter nos démarches, on le fait aussi avec Toulouse Métropole, on le fait aussi avec le Havre-Seine en Normandie. Et donc on a cette approche très territoire, on essaie de répondre à des problématiques territoriales. Sur Albi, Gérard en a parlé un peu, mais là aussi c'est cette problématique autour de l'alimentation, le circuit court. Sur Toulouse, on est sur un territoire très urbain,
Donc, la place d'agriculture est un peu moins facile. Et puis, les coûts du foncier fait qu'on a un peu moins de place pour mettre en place des projets. Donc, on va être plutôt sur une approche autour des zones d'activité et autour de remettre de la biodiversité dans l'urbain, dans nos zones d'activité. La biodiversité a sa place partout et elle est intéressante aussi. Et ces projets de biodiversité, comme planter de la haie champêtre, par exemple, permettent aussi de stocker les émissions de gaz à effet de serre. C'est dans ce cadre-là, bien sûr, qu'on valorise ces projets. Et puis, sur le Havre-Seine, on est plutôt sur une problématique autour de l'érosion et des problèmes agricoles. Et donc, là aussi, la haie, qui est un peu le couteau suisse des territoires. Hein. Si vous ne connaissez pas la haie champêtre, ce n'est pas l'objet, mais on aurait pu faire une conférence spéciale haie champêtre. Mais c'est vraiment le couteau suisse des territoires. Ça peut lutter contre l'érosion, ça ramène la biodiversité, ça ramène les auxiliaires de culture, ça coupe le vent, et ça, c'est plutôt bien pour nos territoires respectifs. On est souvent soumis à ces aléas. Enfin, voilà, les bénéfices sont multiples, et donc, c'est en partie pour ça qu'on est rentré par ce projet-là. Aujourd'hui, on tend à étendre notre champ d'intervention sur les thématiques, et je pense que c'est important, c'est ce que disait Anne aussi, hein, c'est répondre aussi aux besoins des porteurs de projets sur le territoire pour leur amener un financement, leur permettre de passer à l'acte, et donc de ne pas être que sur des projets type compensation carbone qui sont l'arbre et planter l'arbre, mais aussi aller sur d'autres thématiques. Il y a une question sur le label bas carbone. On vient de valider une méthodologie pour Relais d'entreprise, qui est un réseau de tiers-lieux en France. On vient de valider début septembre une méthodologie au label bas carbone. Donc, on ouvre un nouveau champ d'intervention sur le label bas carbone, qu'est la mobilité. La mobilité, c'est une grande partie de nos émissions de gaz à effet de serre. Jusqu'à présent, on n'avait pas de levier en termes de finance carbone pour intervenir ce dispositif-là. Donc, on l'a fait, on l'a créé. Donc, ça, c'est notre rôle, de notre second métier chez Climat Local, de faire de la R&D, c'est-à-dire de créer des méthodologies, de créer des cadres et d'enrichir un peu les champs d'intervention pour donner plus de possibilités et répondre à ce que je vous disais en prélude de mon intervention, c'est-à-dire répondre au maximum aux choix que les entreprises aimeraient avoir en termes de projets pour que ça fasse sens par rapport à ce qu'elles font et ce qu'elles souhaiteraient faire, et comment elles peuvent raconter une histoire aussi par rapport à ces projets-là, parce qu'on est avant tout sur de l'entraide, de la coopération territoriale et climatique quand on fait des projets carbone et quand une entreprise aide un autre acteur à réaliser un projet. Et donc, avoir toute une histoire à raconter et des valeurs, c'est quand même beaucoup plus sympathique que juste faire un chèque pour aider un projet. Ce n'est pas forcément l'objectif derrière la simple finance carbone. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire, nous, au niveau de climat local et de notre manière de fonctionner, de nos interventions. Pour compléter ce que tu viens de dire, Oui, excuse-moi, mais c'est vrai bien que sûr. le volet entrée territoire, tous les co-bénéfices qui sont associés sont vraiment au-delà, hyper importants. C'est que quand on agit à l'échelle de son territoire, on voit ce qu'on fait, on voit quel est l'impact, on voit l'ensemble des co-bénéfices. Et finalement, les acteurs qui compensaient leurs émissions jusque-là à l'échelle internationale voient aussi que dans le cas de leur politique RSE, il y a un avantage énorme à voir concrètement l'impact de ces contributions sur les projets du territoire qui, évidemment, vont permettre de faire travailler des entreprises de l'économie sociale et solidaire, vont permettre d'avoir un impact sur le monde agricole et donc sur nos plans alimentaires territoriaux, vont avoir tout un tas de co-bénéfices qui vont être liés directement à nos cadres de vie. Et là, c'est clair que ces dynamiques-là, c'est à chacun des acteurs finalement et des dynamiques locales du territoire qui peut se mettre en place, qui vont pouvoir les trouver. Donc, de la même manière, ce qu'on a vu sur d'autres territoires, donc nous, de la même manière que Climat Local, on accompagne aussi d'autres territoires à l'émergence de leurs dispositifs. Donc, la ville de Paris, le pays de Brest, le pays du Mans, on voit que la réponse, elle n'est pas unique. Les typologies d'organisation, elles sont vraiment propres aux dynamiques locales, aux entreprises qui ont envie de s'investir, aux stratégies de transition qui sont posées aussi par les élus. Il n'y a pas une réponse unique avec le mode de faire. Nos expériences sont propres à nos territoires et à chacun de trouver son modèle. Exactement. Merci Anne. Tu as répondu un peu à la question d'après, c'est savoir comment vous travaillez avec les territoires, mais je vais te la poser quand même. Puis je rajouterai une autre question. Comment vous travaillez aujourd'hui à Coopérative Carbone avec les territoires, mais aussi avec les financeurs? Quelle est votre approche et quelles sont les attentes aussi respectives? Oui, alors avec les territoires, donc déjà au niveau de notre propre territoire, on travaille avec les communes et avec les territoires voisins pour pouvoir développer des projets en commun, pour pouvoir notamment accompagner des projets qui vont être sur des enjeux climatiques locaux. On a de notre côté des problématiques avec le FREN qui effectivement supporte
supportent mal les évolutions du changement climatique et est en train de mourir de notre côté. Donc, on doit trouver de nouvelles essences et mener des campagnes de plantation importantes. Et ensuite, on travaille avec les autres territoires. Donc, je citais Paris, Brest et Le Mans, que l'on accompagne à structurer finalement leur dynamique locale avec l'accompagnement à la faisabilité technique, à l'identification et la quantification de leur potentiel carbone et leur potentiel de contribution carbone, pouvoir identifier leurs partenaires locaux, leur expliquer, sensibiliser. On fait pas mal aussi de formation pour que chacun puisse appréhender l'ensemble de ces outils-là. Parce qu'en fait, nous, on est dedans, mais finalement, comme le citait Gérard tout à l'heure, ce sont des sujets qui sont quand même complexes et qu'au quotidien, ça peut être difficile d'appréhender. Et donc, on les accompagne à trouver leur propre modèle juridique, économique et d'identifier les premiers projets de contribution carbone qu'ils pourront mettre en place. Et au niveau des financeurs, quelles sont les attentes des financeurs aujourd'hui? Quelle est leur vision par rapport à la coopérative? Alors, au niveau des financeurs, aujourd'hui, on est principalement sur des contributeurs qui sont privés, avec des entreprises locales qui sont investies dans notre démarche de coopérative carbone et qui, ponctuellement ou soit en tant que sociétaire, réalisent leur compensation, pas forcément 100% de leur compensation, mais en tout cas une partie de compensation, c'est-à-dire de la contribution carbone sur les projets locaux. Et en fait, ils choisissent les projets sur lesquels ils veulent investir, sur lesquels ils veulent financer. Donc, on fait ces évaluations carbone qui permettent pour eux finalement d'aller flécher sur des projets de plantation d'arbres, de micro-forêts ou de forêts qui vont être plus importantes, notamment dans le cadre du label bas carbone. Et donc, on les aide finalement à définir leurs souhaits, leur cohérence vis-à-vis de leurs salariés, des souhaits des salariés. Et derrière, on fait finalement des conventions de contribution carbone qui leur permettent finalement de financer les projets. Ils ont aussi la possibilité de financer directement les projets via notre plateforme Internet qui à la fois a un site vitrine qui est, on va dire, la face visible de l'iceberg qui permet de présenter nos projets de contribution et de compensation carbone. Mais derrière, ça nous permet d'avoir aussi toute l'instruction de projet pour garantir ce process qualité qui est nécessaire et qui est en attente de ces contributeurs carbone. Merci Anne. Nous, du côté de chez Climat Local, l'attente avec les territoires, enfin le travail qu'on fait avec les territoires, j'en ai parlé un peu en amont, hein, mais c'est vraiment aujourd'hui comment on peut amener l'outil finance carbone à travers les SIC. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on n'en a pas trop parlé aussi à des sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SCIC. C'est vrai qu'on est à peine 1000 ou 1100 SIC en France, hein, on n'est pas très nombreux. Donc voilà, merci, merci Anne pour le slide. L'intérêt derrière les SIC, c'est vraiment de pouvoir avoir des acteurs publics et privés dans une gouvernance partagée riche. Et derrière la gouvernance qu'on entend, c'est aussi pouvoir aussi bien définir des projets que définir aussi le prix de la tonne de CO2 et être assez transparent sur ces aspects-là, parce que c'est souvent des questions qu'on nous pose et que beaucoup d'acteurs sont assez sensibles à cette question du prix. Et puis, pouvoir travailler avec les acteurs publics, c'est pouvoir aussi les doter du fait de rentrer dans le capital d'une coopérative, leur doter d'un outil, et notamment d'un outil financier que sont les SIC carbone, les coopératives carbone, à l'échelle des territoires, c'est-à-dire qu'on est un outil pour mobiliser des financements et venir financer des projets qui vont répondre à la transition écologique, énergétique de ces territoires. Et donc, nous, on a besoin de travailler avec les territoires pour s'alimenter et faire en sorte que les projets que l'on propose aussi à ces territoires ne vont pas aller à l'encontre de ce qu'elles souhaitent mener, eux, en termes de transition. Et le meilleur exemple que je pourrais vous citer, ça serait d'être, par exemple, très axé forêt sur le territoire d'Albigeois, alors que l'enjeu d'Albigeois est plutôt un enjeu agricole aussi. Et donc, ça pourrait se faire au détriment aussi d'autres développements. Et donc, d'avoir ce prisme, ce regard de la collectivité et du territoire, ça nous permet de s'assurer que les projets que l'on propose aux entreprises qui souhaitent compenser viennent répondre aussi à cet intérêt collectif, à cet intérêt global. Et c'est là où l'outil SIC est intéressant, parce qu'on met tout le monde autour de la table, on discute ensemble, on coopère. Et c'est pour ça que je vous disais, la finance carbone, selon nos coopératives respectives, c'est un outil de coopération climatique et territoriale. Et donc, les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont vraiment un outil génial pour ça. Et on est ravis, nous, d'être devenus une SIC. On a fait le choix, en plus, d'être à but non lucratif. Comme ça, on a eu jusqu'au bout de la démarche. Et on est bien dans un objectif de redistribution avant tout, et pas d'un fonctionnement, on va dire, classique par rapport aux opérateurs carbone classiques, mais bien dans un esprit de redistribution et puis de transparence aussi derrière ce qu'on fait. Et donc, c'est ça qui était intéressant pour nous. Peut-être que tu veux compléter sur les SIC, Anne ?
Non, effectivement, peut-être de dire que dans les gouvernances des coopératives, il y a évidemment ce point de vigilance à éviter de faire des usines à gaz ou des éléments qui seront trop compliqués parce que finalement, on réunit des acteurs qui sont différents, qui ont un langage différent entre les institutions, les citoyens, des agriculteurs, des entreprises petites ou grands comptes. Et donc, c'est important de réussir dans la gouvernance à mettre en place les éléments qui vont permettre à chacun de s'y retrouver, sans trop d'investissement dans tous les sens, mais à la juste mesure. Donc, là-dessus, c'est vraiment aux acteurs de pouvoir s'organiser. Les SIC permettent vraiment d'ouvrir l'ensemble de ce champ et d'être relativement libres finalement dans la gouvernance derrière. Et ça permet aussi d'impliquer les bénéficiaires, ceux qui vont vraiment, in fine, pouvoir bénéficier des fonds de contribution carbone sur les différents projets. Donc, si donc, sur les territoires, vous avez en tout cas ces projets-là possibles, faites vraiment bien attention à l'écriture pour pouvoir avoir un fonctionnement, je pense que c'est pareil chez Climat Local, mais qui est vraiment en mode agile, qui permet à chacun de s'y retrouver, de s'investir en fonction de ce qu'il veut. Et quand tout est bien calé, écrit au démarrage, il n'y a aucun souci et ça permet vraiment d'alimenter la dynamique et de faire un effet boule de neige qui est très intéressant. Oui, complètement. Donc, c'est vrai que dans notre cycle, c'est les bénéficiaires qu'on met beaucoup en avant et c'est ce qui nous intéressait aussi parce que c'est avec eux qu'il faut qu'on définisse le prix juste au final de notre intervention et quel est le besoin financier, parce que derrière, on est quand même sur des outils financiers. Hein. Le CO2, c'est virtuel, mais c'est essentiellement l'argent qui permet de réduire, éviter ou stocker, c'est-à-dire de financer les projets. Et donc, les bénéficiaires, on en a besoin, nous, de la gouvernance pour établir le prix juste de la tonne de CO2. Et quand je vous ai parlé du label bas carbone, je sais que ça revient souvent sur le chat en termes de questions. La méthodologie qu'on a développée pour relais d'entreprise, on a déjà proposé en premier lieu à Relais d'entreprise d'intégrer notre capital, de venir nous rejoindre à la gouvernance et après on a développé la méthodologie avec lui, avec Relais d'entreprise, pardon, dans le cadre du label bas carbone et aujourd'hui ça nous permet de pouvoir aussi être dans la commercialisation de ces tonnes de CO2 issues de ce réseau à travers cette coopérative-là et d'avoir une sorte d'entente, de transparence et de juste prix et être vraiment, on va dire, rémunérateur pour les porteurs de projets au niveau qui est nécessaire et ça c'est important sans pour autant oublier le marché en tant que tel parce que il ne faut pas tout n'est pas aujourd'hui éligible à la finance carbone dans le sens où si pour éviter une tonne de CO2 ça vous coûte il faut redistribuer 1000 ou 2000 ou 10 000 euros aux porteurs de projets. Je pense que le marché n'est pas prêt à payer ces prix-là pour les tonnes de CO2 donc c'est des choses qui sont peut-être pas encore assez mûres ou assez avancées pour pouvoir s'y emparer mais si on est sur des choses inférieures à 100 euros ou autour, je dirais, entre 40 et 100 euros, on est déjà sur des prix qui sont un peu plus acceptables sur des projets de qualité plus, parce que c'est aussi ça derrière le projet carbone, derrière le prix. Plus il y a de la qualité, plus il y a des co-bénéfices et bien sûr, plus le coût varie derrière la tonne de CO2. Donc, c'est ça qui est intéressant derrière la gouvernance et de pouvoir travailler, nous, avec nos parties prenantes sur cet aspect-là. Sur l'aspect financeur, j'en parlais très rapidement et puis on continuera après. Sur l'aspect financeur, nous, d'être une coopérative, c'est un cadre de confiance aussi pour les entreprises qui viennent compenser leurs émissions avec nous, avec Climat Local, parce qu'on sort un peu du standard, on va dire, de ce qui se faisait dans la finance carbone, dans le sens où on est une coopérative proche des territoires, donc on fait des projets 100% français, et ça c'est important, on ne va pas faire un peu de français et beaucoup d'international pour répondre à la commande, mais on reste plutôt sur le territoire national. Je vous ai dit, il y a beaucoup de co-bénéfices et c'est ce qui plaît aux entreprises. Et puis, la transparence aussi dans notre fonctionnement. Et ça, c'est encore un gage de confiance. Et puis, il y a cette possibilité d'avoir de la proximité aussi. Et peut-être que dans les coopératives où on est des humains qui se rencontrent et qui représentent des structures, mais ça reste des humains qui se rencontrent et qui discutent ensemble, qui avancent ensemble, mais ça permet une certaine proximité. Cette proximité, ça donne de la vie derrière les projets. Et on n'est pas juste sur quelque chose que l'on achète, mais bien quelque chose où on connaît qui sont les acteurs derrière, avec qui on le fait, il a une vraie histoire, il a des vraies valeurs, et c'est ça qui est intéressant aussi dans notre approche et dans ce qu'on fait. Peut-être une question complémentaire, Anne, parce que c'est quelque chose qui pourrait nous être posé. Il y a une question sur l'exemple du montage financier, mais peut-être qu'on pourra en parler après. Quel est le prix aujourd'hui des tonnes de CO2 qui sont générées par la coopérative carbone pour avoir une idée pour les gens qui nous écoutent? Alors aujourd'hui, sur l'ensemble des projets, on va être entre 30 et 100 euros la tonne équivalent CO2.
Donc, on va dire une moyenne à 40-50, mais on espère qu'en tout cas, on pourra accompagner de plus en plus de petits projets qui ont effectivement cette tendance à être aussi plus chers, et ce qui fait qu'on annonce finalement qu'on va jusqu'à 100 € la tonne. C'est peut-être quelque chose qu'on peut expliquer un peu détaillé. Sur les projets habituellement, pour descendre le prix et permettre de vendre plus facilement, les opérateurs ont tendance à faire des gros projets. Et c'est pour ça qu'on était sur des très gros projets de forêt, notamment dans les pays du Sud, parce que des fois, il y a beaucoup de problématiques de déforestation. Donc, c'était entre guillemets facile, j'ai pas envie de dire facile, mais en tout cas, on avait plus de terrain disponible pour faire des très gros projets. Et sur des très gros projets, on arrive aussi à avoir des descentes d'échelle et donc de pouvoir descendre le prix et arriver à un prix le plus bas possible, qui n'est pas forcément un signe positif pour le marché. Ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, il y avait ce fonctionnement-là. Nous, notre entrée, et puis c'est ce que vous faites vous aussi, Anne, avec la coopérative Carbone, c'est s'attaquer aux micro-projets. Les micro-projets qui étaient plutôt délaissés classiquement par les standards comme Gold Standard, ou VCS, qui faisaient soit des micro-projets regroupés, mais regrouper tout le monde au même moment pour un starting block au même moment, c'est pas toujours facile. Et à l'inverse, si on fait que du micro-projet au fil de l'eau, les coûts d'instruction, le coût de suivi peuvent être assez importants. Donc, il faut trouver un juste milieu entre tout ça, mais permettre aussi de faire des micro-projets, parce que c'est la somme des micro-projets qui fait sens sur les territoires, et c'est ça aussi qui fera sens par rapport à la lutte du changement climatique, et pas forcément aller que sur des très gros projets qui sont certes emblématiques, mais qui des fois ont un peu moins de co-bénéfices, parce que plus les projets sont gros, plus aussi on fait un choix, on va dire, sur d'autres aspects, et on ne peut pas répondre à l'ensemble des critères qu'il faudrait prendre en compte. Donc il y avait aussi cet intérêt, on va dire, de pouvoir réfléchir à une échelle micro-projet, et donc le prix forcément est impacté aussi par cette échelle-là et cette capacité à générer des projets. On a une question sur quelles sont les entreprises qui compensent, qui payent quoi, comment mesurer la quantité de CO2 émise par un projet. Est-ce que tu veux y répondre, Anne ? Oui, alors les entreprises qui compensent, en fait, c'est un peu tout type d'entreprise. Finalement, on a plutôt beaucoup entendu parler des grandes entreprises qui compensaient, et beaucoup en fait effectivement à l'international. Donc elles commencent à prendre en compte une part de leur compensation carbone sur des projets locaux aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a aussi des petites entreprises qui compensent parce qu'elles sont engagées, parce qu'elles ont envie d'agir, et donc elles choisissent un projet local sur lequel elles interviennent. Donc aujourd'hui, les entreprises pour nous qui compensent, ce sont des entreprises du territoire ou des grandes entreprises qui ont une implantation locale. Qui paye quoi et comment on mesure la quantité de CO2 émise par un projet? Donc, qui paye quoi? L'acteur qui fait sa compensation carbone va payer le projet, comme l'expliquait Julien, avec un prix à la tonne équivalent CO2 suivant la typologie de projet, qu'on a nécessairement au préalable évalué. On a fait une évaluation économique, une évaluation environnementale, parce qu'évidemment, il faut en déduire un coût à la tonne équivalent CO2, et puis il faut aussi s'assurer d'un certain nombre de choses, de ne pas faire financer deux fois la même chose, donc de prendre en compte l'ensemble des éléments de financement qui peuvent déjà être obtenus ou obtenables par le projet en tant que tel. Et puis derrière, la quantité de CO2 que l'on va calculer et mettre, il faut aussi la vérifier, et donc on va suivre, et c'est l'intérêt aussi d'être vraiment en local, c'est qu'on va suivre l'évolution du projet, sa juste réalisation, et donc le suivi de la réalité des tonnes équivalent CO2. Donc on a un audit in fine, on a un suivi, le process vraiment, là, qui est vraiment nécessaire, tout ce process d'instruction de qualité qui va garantir que l'entreprise qui a compensé la tonne équivalent CO2 qu'elle a payée, elle va correspondre à une réalité derrière. Donc suivre la réalité économique du projet, de garantir ce qui a été fait, et de suivre l'évolution, si on parle de plantation d'arbres, de la réalité de la plantation également. Donc, les acteurs qui compensent payent ces projets-là, mais pas toujours à 100%, puisqu'effectivement, si on a un dispositif financier qu'on mobilise, eh bien, finalement, ça va représenter un taux de financement. Et elles vont ensuite financer directement l'ensemble de la partie du process qui a été mis en place. Je crois que Geoffrey veut compléter. Non, je crois que j'avais... Pas du tout, je rangeais la question. Okay. Pour compléter la réponse à la question de Frédéric Boulila,
Nous, c'est toute entreprise. On a une entreprise individuelle, c'est un scaphandrier qui fait des vérifications d'installations portuaires en Méditerranée, donc profil complètement atypique. À vrai dire, à part ne pas plonger et pas se déplacer en bateau, c'est compliqué de réduire l'ensemble de ses émissions parce que technologiquement, on n'a pas toujours toutes les solutions. Donc, il souhaite compenser en local. Et lui, il y a une approche autour des viticulteurs parce que c'est quelque chose qui fait sens avec lui. Donc, on essaie plutôt de trouver des projets avec ce domaine-là. Et puis, à côté, on a Pierre Fabre, Cemex, des très grands groupes pour qui c'est pas forcément évident, cette question de la finance carbone, parce qu'ils partent de très loin. Plus on est grand et plus on fait de chiffre d'affaires, globalement, plus votre chiffre d'affaires est élevé, plus vos émissions sont élevées. On est rarement sur des chiffres d'affaires qui sont déconnectés des émissions de gaz à effet de serre, quand la plupart de nos activités sont quand même soumises à la consommation d'énergie derrière en parallèle. Donc, on a souvent ce parallèle-là qui est fait. Donc, pour les grandes entreprises, c'est pas forcément plus simple que pour les petites entreprises, et c'est même des fois, j'ai envie de dire, plus facile quand vous êtes 5 ou 10 dans vos entreprises, de mettre en place un petit budget carbone, de valoriser ce que vous faites tous les jours pour réduire et éviter vos émissions aussi, et de venir aider un projet qui fait sens pour vous sur votre territoire en lien avec ce qui vous intéresse. Je souhaite fournir une AMAP à mes salariés, donc je peux aider un projet agricole par exemple, et derrière je suis en relation avec un producteur ou un maraîcher qui en plus fait de l'AMAP, et là ça fait du sens, ça fait du bien, et c'est aussi ça derrière les projets carbone, c'est voilà, l'éco-bénéfice, et ça fait partie de ces éco-bénéfices-là. Sur le calcul des tonnes de CO2, voilà, Anne vous l'a dit, hein, il y a des méthodologies, le but c'est aussi standardiser un peu les projets pour pouvoir avoir quelque chose d'assez uniforme et ne pas venir favoriser ou défavoriser certains projets sur un même type d'intervention. Donc on essaie nous en tout cas standardiser ça pour permettre à tous les projets de passer à l'acte. Et puis on a de la précaution qui est de mise sur les projets CO2, beaucoup plus peut-être que sur les certificats d'économie d'énergie. On fait souvent le parallèle parce que c'est les deux outils de lutte contre le changement climatique. On minimise beaucoup les tonnes de CO2 qui peuvent être réellement stockées ou évitées sur un projet. C'est ce qu'on appelle le buffer, le tampon. C'est préconisé par le label bas carbone, mais c'est aussi préconisé au niveau des Nations Unies sur la finance carbone en règle générale. C'est-à-dire, si votre projet doit stocker 200 tonnes de CO2, autant reconnaître que 100 ou 150, comme ça, ce que vous ne reconnaissez pas vous permet de prendre en compte l'incertitude. L'incertitude, pour ceux qui font des bilans carbone ou ceux qui ont déjà fait un bilan carbone, elle est là, elle est présente, il faut la prendre en compte. Et donc, on minimise aussi un peu pour garantir que les tonnes de CO2 que l'entreprise achète soient réellement là. Et puis, rappelez aussi peut-être que la finance carbone n'est pas là pour financer à 100% un projet, mais on va plutôt être sur des... Je n'ai pas envie de dire des ordres de grandeur, mais nous, on est souvent sur des 15 ou 20% du coût restant sur un projet qui va venir être couvert en partie ou des fois en totalité par l'apport de la finance carbone. Le reste étant d'autres sources de financement. Des fois, on a de l'action publique, on a des financements publics qui sont adossés à ces projets-là. Et on vient compléter pour passer à l'acte, pour accélérer la diffusion. Ou sinon, on a d'autres plans de financement, notamment les financements propres, on va dire, sur ces projets-là. Mais c'est pas la finance carbone ne vient pas financer 100% d'un projet, on vient financer qu'une partie. Et le reste est financé par d'autres dispositifs. C'est vraiment un outil pour faire du gap et aller au-delà de ce qui se fait naturellement. Et c'est la question de l'additionnalité. Voilà, on n'en parlera pas, c'est des questions un peu complexes, mais si vous avez des questions là-dessus, on pourra y répondre. Le temps passe très vite, il est 15h02. Juste avant de passer sur les questions-réponses, je continuer à en parler un peu. Je veux juste qu'on puisse parler de deux exemples et peut-être Geoffrey et Gérard, si vous me parlez de deux exemples, ou Anne, bien sûr, sur vos territoires, un exemple sur La Rochelle et puis un exemple sur le Grand Bijois de projet, de savoir ce que c'est un projet carbone sur votre territoire, qui est intervenu, qu'est-ce qui a été fait, pour raconter un peu une histoire, voilà, pour faire rêver avant de partir sur la phase de questions-réponses. Je veux bien commencer. Dans les projets qui arrivent le plus naturellement, c'est les haies. Quand on est une commune ou une collectivité, on a des routes et donc immanquablement des délaissés qui sont possiblement utilisables pour faire des plantations. Dans les choses un petit peu plus originales, on va faire une forêt de Miyawaki, là, la première, avec ce caractère expérimental de savoir si ça compense, si ça compense pas. Enfin, mais au-delà de cet exemple, outre la plantation que l'on va faire, on veut aller mesurer de plusieurs années successives l'évolution de la chaleur. La cuvette d'Albi est réputée pour être très très chaude l'été, donc on a des îlots de chaleur partout. Et donc, l'implantation où on met cette première forêt est un endroit qui est très bétonné, goudronné, tout ce que vous voulez, quoi. Et donc, on veut aller plusieurs années d'affilée mesurer plusieurs points bien particuliers
voir quelle est l'évolution de la température dans ces points-là. Et puis, on a, alors, un ou deux cette année, je ne me rappelle pas, il y en a un sûr, parce qu'il est sur ma commune, il y a des projets de vergers publics qui soient accessibles tout public pour que les gens aillent se servir des fruits dans les vergers en question. Voilà quelques exemples de projets qu'on offre à la compensation. Et juste pour compléter, Gérard, peut-être parler du projet du club de foot d'Albi, dont les féminines jouent en Ligue 2 et qui, dans leur cadre de leur contribution carbone, notamment liée au déplacement des joueurs et des joueuses, hein, c'est compliqué pour un club de foot de ne pas se déplacer, notamment avec des minibus. On souhaitait participer à la plateforme qui a été lancée sur le territoire, contribuer à un projet qui va se faire sur une commune à côté d'Albi, à Marsac. Et donc, les joueuses, le 13 décembre prochain, vont venir planter avec un lycée agricole, chez un propriétaire qui est un agriculteur, une échampette pour compenser une partie des émissions. Et ça vous montre que, en fait, tout horizon et tout acteur peut être intéressé par ces sujets-là. Et la motivation pour le club de foot, c'est se dire il faut qu'on redistribue aussi et qu'on soit acteur de notre territoire et qu'on ne soit pas juste un club de foot qui fait une activité associative. Voilà. Et qu'on puisse être aussi acteur, nous aussi, de cette transition sur le territoire en participant selon notre capacité, selon nos moyens, puis mobilise aussi leur club des sponsors. Enfin, voilà, on essaie d'élargir au maximum autour de ce club. Et c'est un peu atypique pour nous parce que c'est la première fois qu'on travaille avec un club de foot. Et j'entends souvent parler des grands clubs comme PSG ou autres qui veulent s'emparer des fois de ces sujets. Et c'est vrai que la mise en œuvre est souvent moins réelle, moins visible, on va dire. Voilà. Donc les petits clubs s'y intéressent et c'est tant mieux. Et je suis ravi que ce soit le club d'Albi. Ça bien fait de compliquer parce que j'avais raconté l'histoire, moi, mais vu côté des projets à planter. Mais effectivement, l'histoire de ceux qui veulent compenser est tout aussi intéressante. Et a priori, le 13, je devrais être là aussi, en planter quelques-uns. Donc, on vous invite, vous, participants, si vous n'êtes pas très loin d'Albi, rentrez en contact avec nous. On vous invitera à venir à la plantation également. Geoffrey ou Anne? Oui, on peut poursuivre. Tu pourras compléter, Anne, si tu veux. Effectivement, là, tu as mis en photo une page du site web de la coopérative carbone là, qui reprend un certain nombre de projets, plutôt de plantation également. On peut citer, il y a 2 belles histoires hein, là-dedans. Enfin, en fait, il y en a 5. Voilà, il y a 5 belles histoires. On va en dire que 2. Parce qu'il est bientôt l'heure d'aller se coucher, effectivement. La première, effectivement, c'est on va dire le projet historique, celui qui est né un peu en même temps que la coopérative carbone, et c'est celui qui est en haut à gauche, qui est le projet de plantation sur le Marais Poitevin. Marais de Poitevin, qui est la 2e plus grande zone humide en France et qui en fait voit son paysage caractéristique, hein, qui sont les frênes têtards. Tu le citais tout à l'heure, Anne, ce paysage caractéristique qui est finalement en train de mourir à cause effectivement d'un parasite ou d'une maladie qui fait que les frênes justement dépérissent. Et l'idée, c'est qu'il y a derrière, il y a un gros projet de plantation, du coup avec des nouvelles espèces d'arbres, plus adaptés justement à cette maladie et plus adaptés sans doute aussi au changement climatique, qui vont être plantés progressivement dans le Marais Poitevin. Donc on compte quasiment, je crois, 18 000 arbres qui devraient être plantés dans les années à venir. Donc ça fait, pour les amateurs de chiffres, un peu plus de 4 000 tonnes de CO2 qui pourraient être potentiellement séquestrées par ce projet-là. Et du coup, l'idée, c'est bien ça, c'est d'appeler à la contribution un certain nombre de personnes pour financer ce projet, pour finalement redonner le paysage caractéristique du Marais Poitevin. Donc avec ça, on travaille notamment aussi avec l'université, puis pas mal d'autres partenaires. Et le deuxième projet que je peux citer là parmi ceux-ci, c'est peut-être celui en haut à droite là qui s'appelle la Forêt Bleue, et qui pour le coup là est vraiment porteur. C'est le projet typique des valeurs que souhaite porter la coopérative carbone, puisque l'idée en fait a émergé dans l'esprit, on va dire, d'un habitant du territoire qui voulait effectivement planter des arbres sur le territoire de l'agglomération et puis dans l'Aunis. Pour ceux qui connaissent, qui est quand même un paysage relativement, on va dire, de grande culture, hein, donc avec peu d'arbres. Et donc, lui, son souhait en tant que citoyen, c'était de revégétaliser son territoire, revégétaliser en fait l'espace qu'il voyait par sa fenêtre. Et il a entendu parler de la coopérative carbone, donc il est devenu sociétaire de la coopérative carbone avec ce projet-là, en disant, ben voilà, moi, c'est ça que je veux faire, est-ce que je peux avoir un accompagnement de votre part ? Accompagnement qui a été effectivement donné pour à la fois chercher des parcelles, les identifier, les cartographier, où est-ce qu'on peut planter aujourd'hui des arbres, et puis enfin monter le dossier, c'est-à-dire estimer effectivement combien de tonnes de CO2 pourraient être captées par ces projets de plantation, et aujourd'hui le mettre justement, on va dire, ouvert en tout cas au financement.
Et là, je suis même déjà sur le site. Il y a déjà des premières tonnes de CO2 qui visiblement auraient été achetées. Oui, Voilà. et pour compléter sur les tonnes de CO2 achetées, au-delà des contributions des citoyens volontaires sur le site internet, on a aussi des contributions des entreprises locales. Et là, le projet va déjà être à 50% financé finalement assez facilement par l'ensemble des acteurs locaux parce que ça traduit toutes les valeurs et les co-bénéfices dont on peut attendre sur un territoire. Super. Merci Anne, merci Geoffrey, merci Gérard. Alors, on était un peu plus d'une centaine, on est encore 86, donc je vois qu'on n'a pas perdu beaucoup de monde, donc ça veut dire que c'était intéressant et que ça a été riche. C'est l'heure des questions, donc c'est à vous, exprimez-vous, posez-nous vos questions, n'hésitez pas, on va commencer à répondre aux deux premières questions. Il y avait une question donc, de Frédéric Boubila, pardon, je dis Boubila tout à l'heure, Boubila. Quel est le retour sur investissement pour une entreprise non soumise à quota? Donc avant de te donner la réponse, Anne, peut-être préciser, en effet, on est dans un cadre où on répond à des entreprises qui ne sont pas soumises au quota CO2 parce qu'il y a un marché européen, ce qu'on appelle le système d'échange des quotas d'émissions, le SEQE, S-E-Q-E, pour ceux qui connaissent. Et donc là, dans le cadre volontaire, on est sur des gens qui n'ont aucune obligation ni de compenser ni de réduire, parce que l'obligation en France, en fait, de réduire ses émissions pour les acteurs économiques, elle est quasiment nulle pour une grande partie des entreprises, sauf si vous êtes plus de 500 salariés, vous devez faire votre bilan carbone, et même là, vous n'avez pas forcément d'obligation en termes de filière de réduction. Anne, quel est le retour sur investissement pour l'entreprise alors? Eh bien, le retour sur investissement, il n'est clairement pas financier, puisque les entreprises qui ne sont pas soumises à ces quotas n'ont pas d'obligation et n'ont pas de retour sur investissement sur le financement auquel elles contribuent. Il est plutôt social et on va dire économique, parce que dans le sens où les entreprises sont alors bien ancrées sur leur territoire. Et donc, elles font partie des dynamiques locales qui sont mises en place et elles peuvent, à moyen terme, au-delà des exemples qu'on a donnés sur les plantations d'arbres notamment, aussi financer des projets qui vont être des co-bénéfices en lien avec leur chaîne de valeur. L'exemple que tu as donné sur la mobilité, aujourd'hui on a des méthodes qui sont développées sur la partie agricole, donc pour des entreprises de l'agroalimentaire, c'est quand même plutôt pertinent d'accompagner des transitions agricoles pour leurs futurs fournisseurs sur leurs intrants, si elles veulent elles-mêmes pouvoir verdir leur process, leur chaîne de valeur et les produits qu'elles vont pouvoir proposer. Et puis tous les secteurs d'activité pour lesquels on va pouvoir montrer qu'il y a une additionnalité, c'est-à-dire qu'on a besoin de cette aide financière pour pouvoir réaliser les projets, sur lesquels on va pouvoir montrer qu'effectivement, il y a un intérêt derrière pour le territoire. En fait, on va toucher les secteurs du bâtiment, de l'énergie, de la mobilité, de l'économie circulaire, tout autant que ce qui va pouvoir capter autour de l'agriculture, des arbres et des zones humides et du littoral. Donc, en fait, il n'y a pas de retour sur investissement à court terme, mais par contre, c'est ce qu'on appelle le lean setting, c'est-à-dire qu'à terme, elles vont avoir des intérêts indirects et qui peuvent concerner leur vision économique à elles aussi. Pour compléter, un retour d'investissement à travers la valorisation que font les territoires, parce qu'on a bien vu, on est dans des démarches où le territoire est présent, et donc pour les entreprises s'engager et accompagner aussi, que ce soit le territoire de La Rochelle ou les autres territoires, nous, avec climat local, avec qui on travaille, c'est une manière pour eux d'avoir un retour sur investissement, c'est-à-dire montrer qu'ils sont acteurs de cette transition énergétique et qui va lui participer au travers et en compagnie du territoire, et ça c'est une sorte de retour sur investissement, même si ce n'est pas un retour d'investissement financier, mais c'est un retour d'investissement humain et social, on pourrait dire, voilà, ou politique. Et ça, c'est pas négligeable aussi pour certains acteurs sur cette question. Ok, deuxième question, nous allons parler des micro-projets de compensation, de quelle taille parle-t-on exactement? Donc, je vais peut-être commencer par y répondre et puis Anne, tu pourras compléter. Nous, sur les micro-projets, on fait des micro-projets, c'est-à-dire c'est à partir de 20 tonnes de CO2 où on fait un projet unique, un financeur en projet. Donc, 20 tonnes de CO2, je n'ai pas parlé du prix de la tonne de CO2, j'ai posé la question à Anne, mais je n'ai pas répondu nous, du côté climat local. On a 40 € hors taxe la tonne de CO2 sur des projets de plantation de haies champêtres. Et donc, c'est un ticket d'entrée à 800 € hors taxe. Donc, ce n'est pas des tickets d'entrée très élevés. Et volontairement, on a pris le choix d'avoir un ticket d'entrée assez bas pour permettre à n'importe quel acteur, même un scaphandrier, dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, de pouvoir lui aussi s'engager sur ces sujets-là et aider son territoire. Et on a même fait un petit aparté parce qu'on a fait des projets un peu plus petits pour lui. Mais donc, voilà, on peut faire des choses, des micro-projets à partir d'une taille assez réduite.
Oui, je vais compléter de notre côté. Alors, à la fois sur la partie porteur de projet, donc les projets d'entrée, on a aussi un minimum qui est fixé à 10 tonnes équivalent CO2. Donc, ça, c'est pour les projets qui vont nous permettre de capter ou de réduire les émissions. Et ensuite, pour les contributions carbone, on est à partir d'1 tonne, en fait. Ce qui nous permet, nous, d'agréger des financements des contributions de différents organismes ou particuliers et de pouvoir agréger ces financements pour que la réalisation des différents projets. Merci Anne. Continuez à poser vos questions, hein, c'est très intéressant. On a 2 questions un peu similaires autour de la question de la prise en compte de la biodiversité dans les projets. Alors, si on fait des projets mobilité, c'est vrai que la prise en compte de la biodiversité est un peu plus compliquée, mais sur les projets de plantation, Anne, je te laisse peut-être commencer à y répondre. Oui, alors évidemment, clairement, c'est un élément qui est primordial à prendre en compte. Déjà parce que si on veut que ça puisse durer dans le temps, il faut s'assurer de ne pas faire de la monoespèce et de pouvoir garantir un minimum de biodiversité. Donc, c'est des éléments qui sont nécessaires. Ça fait partie des cahiers des charges que l'on a au préalable pour pouvoir garantir et instruire les différents projets. Et derrière, ça fait partie des co-bénéfices qui sont évalués, c'est-à-dire de quelle manière on va quantifier ou qualifier cet impact sur la biodiversité. Donc, au-delà du nombre d'essences, mais de ce que ça va pouvoir permettre de générer d'un point de vue écosystème vivant sous toutes ses formes. Donc, pour compléter, nous, on se base sur des projets sur la haie champêtre. Ce n'est pas nous qui réalisons les projets. Vous l'avez bien compris, on travaille avec des partenaires qui sont des associations membres de la FAC, l'Association française d'arbres champêtres au niveau national. Et donc, ils ont déjà tout un volet autour de la biodiversité parce que c'est un des angles d'attaque haie champêtre et biodiversité avec des mesures qui existent. Vous pourrez trouver un petit schéma sur notre site internet climatlocal.com où on explique quand vous mettez 200 mètres linéaires de haie champêtre, vous avez je crois de mémoire, c'est 18 hectares qui sont couverts par des pollinisateurs. Vous avez des vers de terre sur, je crois, 2 ou 4 hectares autour qui sont favorisés par la haie. Enfin, il y a des différents indicateurs qui ont été mesurés par des scientifiques autour de la haie et qui viennent argumenter, sans parler du côté carbone, mais qui viennent argumenter le rôle de la haie. Il y a des chiffres qui existent aussi autour de l'érosion, autour de l'infiltration de l'eau. Voilà, c'est vraiment l'ensemble des co-bénéfices. On n'est pas les seuls à devoir les mesurer. Hein. L'ensemble des acteurs souhaitent les mesurer. Les acteurs publics aussi, parce que sur les projets haies, par exemple, les régions, les départements et les faits des chasses, des fois, les chambres d'agriculture sont aussi cofinanceurs de ces projets-là et ont aussi une attente forte en termes de mesure de ces co-bénéfices. Donc, c'est un enjeu, le reporting, la mesure, tout ça, c'est un enjeu. C'est valable pour tout le monde. Hein. Aussi bien mesurer la question de la biodiversité sur les projets que mesurer le carbone dans les entreprises. Par exemple, on a un souci aujourd'hui pour travailler avec pas mal d'acteurs sur le territoire, c'est qu'ils n'ont pas fait leur bilan carbone, comme une grande partie des acteurs économiques en France, et donc ils viennent nous voir pour compenser. On leur dit revenez à la case départ, c'est-à-dire mesurer déjà ce que vous avez évité, réduit et où vous en êtes, et puis après vous pourrez compenser. Donc la question de la mesure, de valoriser, de faire du reporting sur l'ensemble des co-bénéfices, elle est essentielle. On y participe à notre manière, je pense chacun dans nos coopératives, en essayant d'alimenter un peu ces réflexions-là. Mais voilà, il y a encore beaucoup à faire là-dessus, on en a conscience et on œuvre pour garantir plus de connaissances. On a une question de Constance sur est-ce que les entreprises accompagnées sont-elles réellement actrices du suivi des projets? Tu veux que je commence par répondre? Oui, pardon. Même Geoffrey peut peut-être aussi compléter. Oui, Geoffrey, oui. Ouais. Oui, alors ça va dépendre des entreprises. C'est clair que là où elles sont le plus actrices, au-delà du choix et d'intégrer vraiment cette partie compensation carbone dans leur stratégie à elles, c'est-à-dire qui va avec les questions qu'elles se posent autour de la réduction d'émissions et que finalement c'est de monter en puissance sur la partie contribution carbone en même temps que de réduire ces émissions. Elles sont actrices dans le sens où du fait que les projets sont sur leur territoire, elles peuvent aller voir, elles peuvent impliquer les salariés, on peut former et expliquer aux salariés ce qui concrètement a été mis en place. Ce qui permet vraiment de pouvoir boucler avec, au-delà de la sensibilisation, vraiment de la formation sur comment chacun, à son échelle, est en capacité d'agir pour l'environnement. Donc c'est vrai qu'après, nous, ça fait finalement 1 an que la structure elle est mise en place puisqu'on a construit ça avec l'ensemble des partenaires du territoire. Et sur l'ensemble de ces structures-là, oui, elles sont actrices aujourd'hui et c'est au-delà du volet financier. Mais bon, après, voilà, on a la dynamique territoire qui est quand même assez forte aussi.
Puis je pense que c'est cet argument-là aussi qui intéresse beaucoup les entreprises quand elles viennent nous voir sur une structure respective, c'est le fait de pouvoir avoir des projets à proximité, participatifs, sur lesquels on peut envoyer nos salariés ou nos clients, parce que des fois aussi, aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui demandent à leurs fournisseurs de s'engager sur des démarches des démarches climatiques ou stratégies énergétiques, et de pouvoir faire preuve aussi en invitant leurs clients à aller voir le projet qu'elles ont financé pour compenser une partie de la réduction liée à la prestation qu'elles ont fait pour un client. Et c'est quelque chose aussi qui fait sens et qui permet d'être beaucoup plus réel que juste envoyer une fiche avec 3 photos et 3 lignes. Et puis surtout quand les salariés ont participé, je pense que c'est là où on a le plus de sens derrière ces projets-là. Anne, tu voulais compléter peut-être, ou Geoffrey? C'était pour ouvrir la voie sur des compléments éventuels de Geoffrey par rapport aux dynamiques qu'on voit générer sur le territoire par rapport aux contributions et aux engagements en fait, des différents partenaires. Donc, je ne sais pas si, si tu voulais… Je vous écoute évidemment avec grande attention, et effectivement, les entreprises sont investies, on va dire, sur le volet compensation, mais pas que, hein, parce que finalement, la dynamique aussi qui est générée par la présence de la coopérative carbone sur le territoire, tu l'as dit, Anne, hein, ce n'est pas seulement l'offre de services compenser vos émissions, mais c'est aussi tout ce qui est en amont, c'est-à-dire comment on forme ses salariés, comment on s'engage dans des démarches de transition, comment on repense notre modèle économique, comment on évalue nos émissions, comment on les réduit, etc. Donc ça passe effectivement dans le secteur économique, dans les entreprises, mais aussi au niveau des élus. Pour nous, ça fonctionne très bien. Je le disais, il y a 3 ans, c'était compliqué de parler de coopérative carbone, de compensation carbone. Aujourd'hui, je pense que, en tout cas, à mon humble échelle de technicien, j'ai le sentiment qu'on est sur des élus qui ont vraiment gagné en maturité sur cette question-là, qui sont capables d'en parler, capables de parler de compensation carbone, capables de parler de changement climatique, etc. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est relativement intéressant pour nous, qui sommes dans cette trajectoire-là. Des nouveaux partenaires, effectivement, qu'on n'avait pas jusqu'à présent autour de la table, voilà, que ce soit de la grosse entreprise à finalement l'exploitation agricole, à des citoyens, en tout cas tous ces porteurs de projets qui ont envie de s'investir, soit financièrement, soit avec leur dynamisme, leur force, ou en tout cas leur entrée spécifique sur le sujet. C'est aussi quelque chose qui pour nous a une valeur ajoutée extrêmement forte. Et puis une pratique de l'évaluation carbone, je crois qu'il y avait une question un peu dans ce sens-là aussi, qui tend à se systématiser. C'est-à-dire que nous, de plus en plus, nos élus et puis nos partenaires sur le territoire, lorsqu'ils sont face à un investissement, on va dire majeur, vont se poser la question, est-ce que je suis en fait dans la trajectoire climatique que je me suis fixée à l'échelle de mon territoire? Est-ce que je suis véritablement zéro carbone si si je réalise cet investissement-là? Et sinon, est-ce que je suis capable d'aller vers un scénario différent d'investissement, on va dire moins émetteur? Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, mais qu'on intègre petit à petit. Et puis effectivement, là à droite de la slide, ce volet, on en a parlé un peu avant, mais on s'appuie effectivement sur les labels existants à l'échelle nationale, et de la même façon effectivement que Julien, tu le présentais, l'idée c'est qu'aussi on puisse développer des méthodes de calcul, des process pareil, hein, la même on va dire exigence en termes de qualité, la même rigueur scientifique, des process, des méthodes qui nous permettent d'être beaucoup plus proches en fait de la réalité du territoire. Nationalement, il y a beaucoup de méthodes qui permettent de comptabiliser des émissions agricoles. Nous, on va avoir besoin de choses différentes. Là, il y a une méthode qui va sortir, qui sort très prochainement sur, on va dire, la plantation d'arbres en ville. C'est aussi quelque chose, nous, qui va nous animer énormément. Et en fait, un arbre, quand il est planté en milieu urbain, n'aura pas la même capacité de séquestration que lorsqu'il est planté dans un écosystème forestier. Ça paraît évident, mais encore faut-il le calculer. Et du coup, on s'appuie un peu sur l'expertise de la coopérative carbone pour générer de nouvelles méthodes de calcul. Et puis, petit à petit, nous, territoire, on peut aussi proposer différentes orientations. Demain, on aimerait avoir un label qui serait sur le remplacement des chaudières fuel, un label qui serait, pourquoi pas, sur l'installation de panneaux solaires thermiques, etc. Du coup, on peut aussi compter sur cette expertise qui est présente dans la SIC. Merci Geoffrey. Il nous reste 6 minutes parce qu'il faut que je laisse les 2 dernières minutes pour la conclusion de la part d'Emeline pour l'organisation du sommet virtuel. Donc je vais essayer de passer rapidement les questions parce que là on peut répondre facilement. Là, Jérôme Bian qui nous demande est-ce que les entreprises, quand ils contribuent volontairement, c'est assimilé à du don? Non, il n'y a pas de crédit d'impôt et il n'y a rien. Quand on compense ses émissions, on compense ses émissions, mais c'est pas du mécénat en tant que tel. Et puis dans tous les cas, les SIC ne sont pas éligibles au mécénat sur les associations de forme de dotation
cooptation et de fondation. Y a-t-il, avons-nous une idée du nombre de coopératives carbone en France à ce jour? À ce jour, je crois que nous sommes 2, si je ne me trompe pas, Anne. C'est ça. Anne, tu as parlé de territoires qui voulaient mettre en place leur propre coopérative. Nous, on Oui. accompagne des territoires pour mutualiser plutôt cette démarche de coopérative à l'échelle d'une coopérative nationale qui est climat local. Mais c'est assez complémentaire ces démarches-là. Il y a des projets en plus qui font sens entre nous. Mais c'est quelque chose qui a peut-être tendance à se développer un peu plus aujourd'hui avec, on l'a dit, Geoffrey l'a bien dit, avec les élus aussi qui comprennent mieux ce sujet, qui comprennent qu'ils peuvent s'en emparer et l'organiser aussi à l'échelle de leur territoire. Donc, ça nous aide, nous aussi, dans notre développement et dans la mise en œuvre de ces coopératives. Pour compléter peut-être aussi par rapport à ça, donc effectivement, nous, on accompagne 3 territoires, bientôt 4, sur l'émergence de leur propre outil de compensation carbone locale. L'enjeu derrière, et nous, le gros intérêt en tant que coopérative d'intérêt collectif, c'est qu'effectivement, ça reste à la main des acteurs du territoire et donc avec une intégration, avec un copilotage des acteurs privés et des acteurs publics du territoire pour que ce ne devienne pas un marché comme un autre ou un des autres marchés carbone. Si on veut vraiment avoir l'ensemble des marges de manœuvre pour pouvoir agir sur notre transition de territoire, il faut que ce soit piloté par eux. Et d'où le fait que dans la philosophie, nous, toutes les aides qu'on a pu avoir pour pouvoir se mettre en place, puisqu'on était dans le cadre d'un plan d'investissement d'avenir, comme le précisait Geoffrey tout à l'heure, en fait, ça nous a permis de développer un savoir-faire et des outils qu'on met à disposition des autres territoires dans une économie de fonds publics. Et ça, c'est primordial. Le rêve, c'est qu'on ait plein de dispositifs comme ça par territoire demain et qu'on soit en capacité de se fédérer pour avoir plus de méthodologie, plus d'outils support et laisser toute la liberté sur nos dynamiques locales. Complètement. Et sur le côté de se fédérer, c'est aussi une manière de simplifier les démarches pour les entreprises, parce qu'aujourd'hui, c'est nous le principal retour, et c'est pour ça aussi qu'on mutualise avec les territoires notre développement, c'est que la crainte des entreprises, c'est de devoir contractualiser avec autant d'opérateurs qu'il y aurait, ce qui est le cas des fois dans certains types d'interventions, donc de pouvoir mutualiser aussi et faciliter la mise en œuvre de ces projets pour des grandes entreprises à l'échelle nationale qui vont intervenir sur tous les territoires. C'est aussi un enjeu pour nous, coopératives, et je pense que se fédérer, Anne l'a dit, je le retiens, je le note, et c'est certainement les travaux pour les prochaines années et pour donner un peu plus de sens aussi à la finance carbone et arrêter d'avoir cette mauvaise image qui est complètement injuste, parce que quand on parle de greenwashing, on peut parler de social washing, on peut parler de tout est washing en fait, du moment du regard qu'on a, mais chacun a son regard et chacun a son point de vue. Sur les questions des financeurs potentiels, s'ils viennent directement à vous, nous c'est essentiellement ça, les financeurs viennent à nous. On ne démarche pas, on n'est pas là pour vendre un produit comme on vend quelque chose habituel, on est plutôt là pour répondre à une certaine maturité de la part des entreprises. Et aujourd'hui, elles arrivent facilement à trouver des opérateurs, comme elles arrivent à trouver facilement un fournisseur quand elles veulent acheter un stylo ou un papier. Là, on est un peu dans la même démarche-là, c'est-à-dire qu'on est visible et on pourra citer le site, notamment Info Compensation Carbone, qui est un peu le centre de ressources au niveau national sur ces enjeux-là et qui nous aide beaucoup, nous, pour capter des financeurs qui sont intéressés à avoir une approche France et une approche locale et qui nous permet de nous différencier aussi des autres concurrents. Et puis, comme il nous reste 4 minutes et on avait une dernière question, comment se fait-il que certains assos peuvent faire passer des projets via des dons et là non? Et dans le seul sens qu'on n'est pas une association, en fait, on est une société, mais coopérative d'intérêt collectif. Et donc, quand on est une société, on ne peut pas être éligible au mécénat. Et puis, encore une fois, le mécénat, c'est faire porter la responsabilité en partie sur l'argent public, parce que qui dit mécénat dit crédit d'impôt, alors que là, on est sur quelque chose qui doit être financé à 100% par celui qui veut s'acheter une image, pas une image, mais qui veut contribuer à un projet sur le territoire, mais c'est à lui d'en payer 100% du coût et pas forcément toujours avoir le crédit d'impôt comme intérêt. Je pense que les projets, les démarches et tout ce que l'on offre en termes de co-bénéfices est beaucoup plus intéressant que le crédit d'impôt. Et en tout cas, les financeurs à qui on travaille ne nous contactent pas pour avoir un crédit d'impôt, mais plutôt faire des projets concrets qui ont du sens et qui répondent aussi à l'enjeu de attirer des nouveaux salariés, mobiliser ses actionnaires et autres. Et on pourrait vraiment décliner ça à l'échelle des entreprises sur un thème encore plus long qu'aujourd'hui. Merci. Est-ce que vous voulez faire un dernier mot, peut-être Geoffrey et Gérard, pour les territoires? Moi, juste un mot, parce qu'on a fini par l'oublier, un des co-bénéfices pour le territoire, c'est que tous les projets qui sont financés, c'est autant que la collectivité ne paie pas, quoi. On finit par oublier le premier bénéfice qui est très direct, quoi. Mais je vous promets que tous les maires comprennent ça très, très bien. Exactement. C'est une motivation à travailler avec vous.
Merci Le mot de Geoffrey. la fin, c'est lancez-vous. Hein. Lancez-vous. Que vous soyez territoire, réalisez, essayez de mettre en place une coopérative, que vous soyez une entreprise, commencez à calculer, réduire et compenser vos émissions. Faites, il est plus qu'urgent d'agir, quels que soient vos leviers d'action. Merci Geoffrey. Merci Anne. Merci Gérard. Amine, on est à l'heure. Je te laisse le mot de la fin. C'est parfait. Eh ben, merci infiniment à vous tous pour vos interventions et témoignages. Merci aussi à vous participants pour vos commentaires, vos questions et toutes les contributions à cette discussion.